Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler d'horreur. Et oui, de science-fiction, puisqu'il s'agira du jeu Deep Madness. Est-ce que c'est bien ou alors ce n'est pas bien? Tout ceci juste après le générique. Allez, c'est parti. Deep Madness est un jeu de 1 jusqu'à 6 joueurs des éditions Dimension Games. Vous avez la localisation française par Légion Distribution, ça vaut 90 € grosso modo. Ça a été fait via campagne Kickstarter qui a bien marché, puisque voilà, le jeu a eu un franc succès. Du coup, vous le trouvez un tout petit peu sur les étals, notamment grâce à Légion Distribution. Comme je vous l'ai dit, c'est du coopératif, soit tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est un peu de l'améritrage, de l'aventure. Vous allez le voir, ça emprunte notamment avec le système d'horreur Lovecraft à l'intérieur. Et ce pitch, finalement, qu'est-il dans Deep Madness? Vous allez jouer jusqu'à 6 investigateurs qui vont essayer, de découvrir un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette base sous-marine qu'on nomme Kadak. C'est au travers de différents chapitres, donc scénarios, que vous allez évoluer au fur et à mesure de cette campagne pour trouver bien évidemment le dénouement. Pourquoi les salles ont été corrompus, pourquoi il n'y a plus personne et pourquoi on a affaire à d'étranges créatures. Si vous y arrivez, bravo, vous n'avez pas sombré dans la folie, c'est formidable pour vous. Sinon, c'est pas bien grave, vous relancez directement une partie. Allez, on se fait un petit focus dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Deep Madness, à savoir bien évidemment des cartes, des tuiles, mais surtout des figurines, comme tout bon jeu d'Améritrage qui se respecte. Chaque joueur va être doté d'un investigateur que vous pouvez voir ici directement. Vous allez avoir le nom, Arthur Wayland ici, les points de santé mentale de 4 ainsi que les points de santé physique, donc les points de vie, qui sont à 8. Des petites capacités supplémentaires, bien évidemment, ils peuvent être dotés d'attributs supplémentaires avec des objets de départ. Et notamment, vous allez avoir un petit background, donc un petit lexique, le pourquoi il est ici et qu'est-ce qu'il doit faire, bien évidemment, sur sa jeunesse, etc. Donc c'est assez sympa. Vous allez voir qu'il y a une bonne part de narratif dans ce jeu. Une fois que vous avez fait tout ceci, chaque joueur va être doté d'un système d'oxygène. Donc c'est une réserve qu'on va mettre comme ça dans un petit diagramme avec une petite roulette. Vous commencez à 6 et vous allez voir qu'il y a plein de choses à l'intérieur puisque le but du jeu, ça va être de réaliser bien évidemment la mission en cours, mais vous perdez des façons suivantes. Si vous avez déjà un héros, donc un investigateur qui meurt, vous perdez automatiquement bien évidemment la partie. Si vous arrivez à 0, enfin entre guillemets d'oxygène, si vous n'avez plus d'oxygène, vous perdez bien évidemment la partie puisque votre personnage va mourir forcément à un moment donné du jeu. Si vous arrivez sur cette piste que vous voyez ici là de corruption à la fin, vous perdez automatiquement la partie. Et si vous ne pouvez plus mettre du tout de figurines, vous perdez automatiquement la partie. Donc il y a quand même beaucoup de choses où vous allez perdre et des choses où vous n'allez pas perdre, notamment survivre dans cet aspect un peu claustrophobe de cet univers assez particulier. Vous allez le voir en présentation. Donc on va faire un setup totalement de base. Nous allons commencer ici, donc il n'y a pas de spoiler, il n'y a rien du tout. Vous allez commencer dans une base super simple. Et vous allez avoir le déroulement d'un tour qui est le suivant. On va commencer par la phase de corruption. Ici, vous allez avoir une échelle de corruption. Au fur et à mesure que vous allez augmenter dans l'échelle, c'est synonyme déjà de fin de partie, mais ça va aussi corrompre des effets supplémentaires à l'intérieur de votre base. Par exemple ici, ce symbole nous dit quoi? Il nous dit que tout de suite, nous allons corrompre une nouvelle salle. Donc là, vous voyez que les salles sont recto verso. En rouge, c'est corrompu. En bleu, comme ça, un peu cyan, où il y a un peu de vie, ce n'est pas corrompu. Vous allez avoir un deck de salles qui se trouve ici. Quand il y a une corruption, vous retournez cette carte. On vous dit que la salle numéro 20, maintenant, est corrompue. Vous allez récupérer, du coup, l'ensemble des figurines que vous trouvez ici. Vous allez retourner cette salle pour vous dire, tiens, elle est corrompue. Et quand vous allez corrompre une salle, donc vous allez remettre tous les jetons bien évidemment dessus, vous allez mettre un point de génération de monstres qui se trouve ici. Donc on va le mettre par exemple là, voilà, directement, on va s'enfuir avec les autres. Et vous allez avoir bien évidemment un autre effet de corruption, à savoir qu'ici vous allez perdre quelque chose supplémentaire si vous terminez votre tour là-dessus. Ça, c'est, on va dire, la base si vous allez corrompre, bien évidemment, une salle. Ensuite, vous allez avoir un petit chiffre qui se trouve ici, qui n'est pas très visible, je vous l'accorde sur la vidéo, qui est un petit 3. Le 3, il vous dit quoi? Il vous dit que vous allez tirer 3 cartes de génération des monstres que vous pouvez voir ici, puisque c'est un jeu qui va jouer avec une manière assez tactique, et vous allez le voir, c'est super simple. Vous allez générer 3 monstres. Donc, on va prendre une carte, et ici, par exemple, on va voir que nous devons générer un amblyope. Vous allez avoir ici deux petits chiffres. Le premier étant le nombre d'amblyopes que vous allez devoir mettre
sur une des zones. Et ici, la deuxième, eh bien, le deuxième chiffre, ça veut dire qu'il y aura aussi un amblyop sur une autre zone. Comment on attribue les zones? Rien de plus simple. On prend ici le petit deck de corruption que vous allez avoir des salles et on va mettre un amblyop tout de suite dans la salle numéro 20, donc qui est sur le point de génération de monstres. Et vous savez, voilà, vous avez un truc un peu noir comme ça en dessous, c'est super sympa, c'est un socle qui permet d'accueillir des points de vie. Donc ça, c'est bien pour voir un peu de la lisibilité sur les monstres. Donc on va le mettre par exemple, voilà, ici. Et ensuite, on va tirer une nouvelle carte. Donc la 20, elle a déjà été faite. On descend vers le bas, on la met en dessous. Et là, on va avoir la salle 28. 28, on va mettre un autre amblyop qui se trouve génération ici. Tac, directement là-dessus. Ça a été la première carte. Et la carte 28, on la colle encore une fois en dessous. Une deuxième carte, du coup, on va le faire pour que vous ayez une notion de la chose. Là, on a une coquille vide. Pareil, donc 1 et 1. On va prendre une coquille vide, donc on va la mettre sur la salle 22. Qui se trouve ici, il y a une autre coquille vide qui revient dans la salle numéro 20. Donc on va la mettre là directement, voilà. Alors les figurines ne sont peut-être pas les mêmes, mais là je vous avouerai que pour l'exemple ce n'est pas tellement grave. Et on va tirer une nouvelle carte parce qu'il en faut 3. Donc vous voyez, c'est très très dur dès le départ. Deux autres coquilles vides. Attention, ici il n'y a qu'un chiffre. Ça veut dire que dans la salle 28, on va en générer 2 directement. Donc une coquille vide dans la salle tac, et une autre coquille vide dans cette salle qui se trouve ici. Ça, c'est uniquement le début. Donc, vous voyez, dès qu'il y a une phase de génération, hop, ça arrive. Ensuite, la phase de corruption. Donc, on a fait la phase de génération de monstres et on passe à la phase d'activation. Et c'est là où c'est sympa. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ce jeu va emprunter un système tactique qu'on peut retrouver sur les pistes d'initiative comme Mice and Mystics, par exemple, si vous le connaissez, hein, qui était sorti avec les petites souris, on va dire, le jeu un peu qui nous permettait d'avoir un dungeon crawler assez attractif avec les enfants. Donc là, en commençant par Felicia, on va faire un système comme ça en diagonale où on va descendre, monter, descendre, monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Felicia va commencer à jouer, ensuite ça va être le délire, ensuite là on joue à 4 investigateurs donc il n'y aura rien, ensuite c'est l'agonie, Samuel, le pétride, ici rien, l'amblyop, Jarek Drake, l'hystérie, ensuite Randy Carter et le vorace. Donc voilà, on va faire un petit truc en diagonale comme ça. Vous allez voir, je vais vous simuler vraiment la chose pour que vous ayez vraiment une étendue de la chose en question. On commence avec, par exemple, Felicia Armitage, qui doit commencer à jouer. Felicia, elle a 3 actions, donc vous pouvez en avoir plus. Hein. Des fois, vous pouvez avoir une activation supplémentaire, vous pouvez bouger de manière supplémentaire, mais de base, on a 3 actions. On peut se déplacer, attaquer, fouiller, échanger, se reposer, verrouiller la porte, déverrouiller la porte, etc. Vous allez voir que là, c'est super simple, donc je sais que ensuite il y a un délire. Personne ne va s'activer. L'agonie, il n'y en a pas, personne ne va s'activer. J'ai Samuel, j'ai le putride, donc potentiellement, avant de pouvoir activer l'amblyop et surtout un vorace, on va le transformer en vorace et pas en coquille vide, voilà, on va dire que c'est la même chose, je vais pouvoir jouer avec 2 investigateurs qui se trouvent ici. Donc c'est plutôt pas mal. Avec Felicia, par exemple, une action, je vais essayer de taper l'amblyop qui se trouve ici. Quand vous allez taper sur un monstre que vous allez avoir ici, vous allez avoir ici le nombre de points de vie qu'il a 2, et ici le petit 2, c'est le nombre d'absorption d'armure, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même faire 2 minimum 3 pour pouvoir lui donner 1 point de dégâts, donc 3 au minimum, sinon ça ne passera pas. Donc c'est un peu dur comme vous pouvez le voir, notamment sur cet exemple. Felicia ici a un scalpel qui permettra de lancer un dé rouge, tout comme Zombicide avec une portée, si vous faites 3+, vous infligez 2 dégâts. Là, ça ne sert un peu à rien pour la simple et bonne raison que là, pour le coup, on va rien pouvoir faire. Donc, je vais faire par exemple une action, je vais me mettre là-dessus. Pour pouvoir se désengager, vous allez faire la somme, on va dire, d'imposition des monstres. Ici, nous avons, comme on peut le voir, 2. Et de l'autre côté, nous allons avoir, avec un vorace 1, donc pardonnez-moi, donc lui il est à 0, il prend rien, et lui il prend 1. Donc du coup, à 5, je peux me déplacer sans problème. Donc de là, je fais 1, je me retrouve ici. De là, je fais 2, et de là, je peux faire 3. Vous allez voir qu'il y a des petits jetons verts comme celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jetons verts vont représenter des salles submergées par l'eau et inondées par l'eau. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous allez faire 1 ici, et dès que vous commencez une action dans une salle inondée, vous allez tout de suite prendre votre zone d'oxygène et vous allez la descendre. Donc vous voyez que de là, j'ai fait 1, 2 et mon 3, je termine ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bonnement, je vais passer de 6 à 5 puisque j'ai agi dans une zone inondée. Et ça ne revient pas avant de mettre pied à terre dans une zone neutre qui n'est pas inondée et de finir son tour. Donc si je passe et je reviens sur une zone inondée,
Ça ne descend, ça va descendre, mais ça ne reviendra pas au maximum. Donc ça, c'est une super bonne idée pour temporiser un tout petit peu la chose. Donc là, vous voyez, hop, j'ai fait mon tour là-dessus. Le délire, ici, on passe, eh bien, ça ne passe pas. Ici, on revient sur du note, il n'y a rien. L'agonie, il n'y a rien. Hop, Samuel Smith. Samuel Smith, ici, lui, va avoir un pistolet mitrailleur. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons des armes à distance, mais nous avons surtout des armes au corps à corps. La petite subtilité, c'est que les armes à distance vont toujours cibler un ennemi, alors que les armes au corps à corps vont pouvoir répartir des dégâts comme vous le voulez d'ailleurs sur une case où il y a plein de monstres. Donc là, par exemple, on me dit quoi ? On me dit que je lance 5 dés, hein, puisque c'est la capacité quand même de la chose. J'ai une portée 2, donc là j'ai la portée, il n'y a pas de problème. Et puis je touche sur un 5+. Donc je vais prendre les dés qui se trouvent ici. Je vais en prendre 2 autres, et ça me fait 5, entre guillemets. Et là, du coup, je vais lancer mes dés. Donc je les lance, je regarde. Tout ce qui est à 5, c'est au-dessus. Donc je suis à 6, à 5, ça passe. J'ai un 4 à 4 et un 4, et un autre 4 ici. Comment on peut relancer des dés? Eh bien, ce jeu a une innovation, on va dire, supplémentaire. C'est que si vous allouez un petit jeton comme ça, et là, il est super important de le mettre et de ne pas commencer avec des jetons comme ça, vous allez le voir le pourquoi du comment, je peux relancer un dé. Par exemple, ici, je me prends un dé là-dessus, je lance ce dé, je fais 3, ça ne me plaît pas, je peux ensuite dépenser un nouveau pour relancer un autre dé. Par exemple, je fais 6, tout va bien. Qu'est-ce que ça fait? Du coup, ça fait 1, 2 et 3 touches sur l'amblyope. L'amblyope, il a 2 de défense de base, donc il les neutralise, mais j'arrive à coller un dégât. Et du coup, je mets un petit dégât là-dessus. Vous voyez, je prends un 1 qui se trouve ici, je viens le coller là-dessus, donc ça, c'est super sympa aussi. Ça vous permet d'avoir un tracking quand même assez sympa. Hop, et je viens le coller là-dessus. Ça a été ma première action, et vous voyez que j'ai dépensé quand même 2 santé mentale. Je vais faire une autre action en relançant mes dés pour essayer de faire un 3 là-dessus, pour éviter justement que lui s'active et qu'il vienne me taper dessus. Je lance les dés. Et bien là, c'est pas tellement top, hein. Vous voyez que je fais un 5, un 3, un 2, etc. Ma dernière action, je vais dire, tiens, je vais encore lancer la chose. Mais là, je vais peut-être, on me dit, je dépense 1 point de santé pour lancer 2 dés supplémentaires. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre 1 point de santé, je vais le mettre là, donc je suis au maximum, et je vais lancer un dé supplémentaire. Donc ça me fait 6 dés. Et là, je vais plus pouvoir avoir de relance. Et donc, vous voyez, c'est ce qui est assez intéressant dans le jeu, c'est que les points de santé mentale, vous allez vous les prendre, mais uniquement pour, on va dire, relancer des dés ou faire des capaces supplémentaires. Et ça, je trouve ça super classe. Donc là, vous voyez, oh là, c'est parfait, là. Je fais 6, 5, 5 et un autre 5. Donc là, je le tue directement. Quand je tue un monstre, il peut se passer 2 choses. La première étant, si, j'ai directement des points de santé mentale attribués à mon personnage, comme vous pouvez le voir ici chez Samuel, je vais prendre le nombre de points d'horreur du monstre qui a été tué, l'amblyope, et je vais retourner ensuite sur de la démence, un nombre qui correspond à ce chiffre justement d'horreur. Donc là, j'avais 3, mais finalement, je me retrouve avec un point que je convertis en démence. Quand j'ai 3 pions démence, je défausse les pions et je viens tirer une carte de démence ici qui nous donne à chaque fois des saloperies. Soit vous allez être paralysé par la peur, soit vous allez avoir un truc en moins, etc. Mais si, je n'ai pas de pions comme ça de santé mentale et que je tue directement un monstre, je vais prendre une carte de conscience. La carte de conscience va vous donner à la fois du background, de l'historique sur la station, donc c'est les documents un peu que vous allez peut-être trouver, etc. Mais surtout, on va vous donner des effets qui sont bonus durant votre partie en cours ou à utiliser plus tard. Et ça, c'est super sympa, cette notion-là, cette gestion que vous avez ici, de tout changer. Donc, je vous ai montré, ça va être de taper, de se déplacer, ensuite d'activer des items comme vous pouvez le voir ici, d'échanger des items aussi, de verrouiller des portes, puisque vous allez le voir, vous pouvez verrouiller des portes. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné du jeu, vous allez avoir, tout est ouvert en fait, hein, donc il n'y a aucun problème, mais vous allez avoir des espaces comme ici, donc on peut verrouiller les portes. Verrouiller les portes, c'est quoi? Ça vous donne un sursis, pour la simple et bonne raison que quand on va jouer par exemple ici l'amblyope qui va devoir s'activer, vous allez avoir différentes caractéristiques qui sont par rapport à ces petits mots-clés. Donc le vorace va se déplacer, il va se déplacer, ensuite il va attaquer. Et ça c'est super important, ils sont totalement différents. Quand on déplace un monstre et qu'il n'y a pas justement de chemin, donc là bien évidemment vous voyez qu'il n'y a rien, il y a uniquement celui-ci pour arriver à ses fins, ils vont lancer du coup 2 dés. Si vous arrivez à faire
le score en question, à savoir 5 ou 6, il ne détruit pas la porte, sinon il la détruit. Donc là, je lance, je fais par exemple 4 et 1, donc ça ne marche pas. Donc là, hop, il casse la porte. Quand il casse la porte, cette porte est défectueuse. Il faudra allouer une action pour justement la remettre en surveillance pour, encore une fois, la refermer. Donc, vous voyez qu'ils vont un peu casser directement la porte. Et ils cassent la porte, bien évidemment, avec leur niveau que vous avez d'horreur. Et il faudra faire des réussites par rapport à leur niveau pour justement éviter qu'ils cassent la porte et qu'ils perdent leur tour d'activation. Une fois qu'on a fait tout ceci, donc la phase d'activation, on passe à la phase de maintenance. C'est une phase où vous allez avoir différentes choses à faire comparé à certains scénarios. Vous faites tout ceci jusqu'à gagner ou pas les scénarios et vous recommencez justement jusqu'à finir ou pas la chose. Au fur et à mesure que vous allez augmenter, de la corruption va à chaque fois vous corrompre des effets de salle. Les monstres vont avoir des effets de corruption, donc attention, vous allez avoir des effets supplémentaires quand il y a un monstre qui a été corrompu dans cette salle, il va activer sa notion de corruption. Et à vous d'essayer au maximum de jouer déjà avec les zones inondées, puisque vous ne pouvez pas tirer d'une zone inondée sur une zone qui n'est pas inondée et inversement. Par contre, vous pouvez tirer, si vous avez une ligne de vue comme ça, d'une zone inondée à une zone inondée, il n'y a pas de problème. Et vous faites tout ceci jusqu'à réussir ou alors, perdre la partie. Allez hop, on dézoome mais je vais vous donner mon avis sur ce titre. On commence par les points positifs de ce Deep Madness. L'un des premiers atouts qu'on va retrouver dans ce titre, c'est sa qualité narrative. Alors bien évidemment, moi ça m'a surpris, je ne m'attendais pas vraiment à avoir une introduction assez poussée dans un monde qu'on nous propose, avec un background des investigateurs comme on peut le voir sur Horror Arkham, etc. Mais c'est vrai que dans un jeu comme ça qui emprunte un peu à Lovecraft, on se dit, voilà, il y a peut-être un petit truc et puis on s'en fout. Non, là, c'est vraiment poussé. Alors attention, c'est pas non plus du Zola, hein, mais c'est le juste milieu entre un jeu Ameritrash, ce que vous allez avoir de narratif, et à côté de ça, vous mettre vraiment dans l'ambiance que propose ce Deep Madness. Donc franchement, j'ai été agréablement surpris sur la qualité narrative qu'on retrouve à l'intérieur de ce titre. Un autre point aussi qui m'a vachement surpris et super intéressé, c'est la notion de gameplay que vous allez avoir dedans. Il y a deux points à cela. Il y a le côté, on va dire tactique, stratégique, qu'on retrouve un tout petit peu des pistes d'initiative comme Mice and Mystic ou d'autres jeux où vous allez avoir cette activation qui va se faire justement avec une piste d'initiative. Le premier, ensuite, va jouer un autre monstre, on va jouer le deuxième, un autre monstre, le troisième, un autre monstre, etc. Donc cet effet un peu en diagonale ping-pong, ce qui fait que quand vous allez jouer le deuxième tour, le premier joueur sur la piste initiative va être le dernier. Du coup, il y a une rythmique à avoir, il y a une certaine gymnastique tactique en vous disant « Ok, lui, si je l'active et que je le mets là-bas, à côté de ça, je vais me choper tous les monstres et toutes les activations des mecs, et du coup, il va s'activer en dernier. » Alors, il y a de vrais choix tactiques. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, dès qu'il y a un investigateur autour de la table qui succombe à ses blessures, vous perdez directement la partie. Donc, il y a toute une gymnastique comme ça à vous donner en vous disant « Ok, je vais temporiser là-bas, là-bas. » L'un des points super importants et super sympa, moi, j'ai découvert dans ce Deep Madness, c'est la gestion de l'oxygène. Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que ça vous donne une autre tension angoissante et qui vient dorer justement, qui vient renforcer cet aspect claustrophobe que vous allez avoir à l'intérieur, cet effet oppression que vous allez avoir dans une base sous-marine. Ok, là il y a plein d'eau, c'est la merde. Si je perds mon temps là-dessus, vous allez voir, ça va de 6, ça descend à 0, mais vous ne manquez pas d'air à 0. Vous allez descendre à -1, -2, -3, -4, -5, -6, et à -6, hop, vous êtes mort automatiquement. Et à chaque fois que vous descendez dans les moyennes un peu, de -1 à -6, vous allez lancer XD. À -1, vous allez lancer 1 dé. Si vous ne faites pas 5 et 6, vous perdez un point de vie. Donc on sent vraiment la suffocation de son investigateur. Et du coup, on se dit, mais putain, c'est la merde, vite. Il va falloir que j'essaye de trouver une salle où il n'y a plus d'eau, parce que là, je manque d'air, je manque d'air. Franchement, ça vous rajoute une tension de tous les diables ici. Il y a plein de choses à prendre en considération. Si bien que, très sincèrement, si vous manquez d'air, rebrousser chemin parce qu'à un moment donné, vous allez vite crever et du coup, il y a plein d'aspects là-dessus. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce côté-là au niveau du gameplay. Un autre point positif, c'est l'aspect super accessible. Donc les règles sont super rapides, le livret de règles est bien foutu. J'ai pas noté vraiment de véritables coquilles pour une localisation, donc ça c'est plutôt aussi sympa de Légion Distribution. On sait qu'il y a eu du taf quand même à côté derrière. Et puis du coup, hop, allez, prise en main, on va dire 5-10 minutes, on lit les règles vite fait, on joue, hop, 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 hop. Le setup se met de manière très rapide et puis vous jouez directement là-dessus.
Un gameplay, on finira même là-dessus, qui a son importance. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé bien évidemment de l'initiative, je vous ai parlé bien évidemment eh bien, de la suffocation avec l'oxygène qui viendrait pourquoi pas à manquer et voire assez souvent. Mais il y a le côté aussi punchy et rush, tout comme on va dire un zombicide. Vous allez lancer 5-6 dés comme vous avez pu voir dans l'exemple, vous allez essayer de dézinguer tout le monde, vous pouvez aller avec eh bien, un chalumeau qui se fait directement, eh bien, non pas à distance, mais au corps à corps, vous allez inonder une salle directement et la tuer de tous les personnages dedans. Donc ça, c'est super sympa. Il y a un aspect très tactique, très punchy, très stratégique à avoir à l'intérieur. Et franchement, c'est tout bonnement génial ce qu'on va avoir dedans. Voilà, les cartes de conscience sont vachement sympas. Le fait de pouvoir dépenser sa santé mentale, et je pense que c'est une vraie bonne idée, justement, de dépenser la santé pour relancer des dés. Donc, on se prend de la santé, on relance des dés, et à un moment donné du jeu, on se dit, OK, on relance, et puis on a plein de santé. Bah, c'est cool. Ben non, bah forcément, parce que quand on va tuer un monstre, on va les tourner en démence. Et si vous avez 3 démences, hop, vous, tout de suite, vous perdez vos jetons, mais vous allez prendre une carte de démence qui va vous rendre un tout petit peu folichon. Donc, il y a la tension, il y a du stress de par, justement, l'échelle eh bien, de la corruption qui va monter au fur et à mesure. Donc voilà, il ne faudra pas prendre non plus son temps, il faudra optimiser, on va dire, ses actions à l'intérieur. On va passer maintenant aux choses les moins reluisantes, à savoir les points négatifs. Il y en a quand même dedans, hein. Alors, le premier point négatif qu'on va avoir à l'intérieur de ce Deep Madness, c'est un jeu qui est très dur. Il a une difficulté de ouf. Franchement, j'ai passé, je pense, allez, 6 scénarios, j'en ai gagné allez, 1. Et encore le 1, je pense qu'il y a une règle où j'ai fait une action, mais je crois que l'action à l'intérieur me disait qu'il fallait que j'en dépense 2, machin. Mais vous voyez, sur 6 scénars, ben j'en ai gagné qu'un. Et c'est bien pour la rejouabilité, parce qu'il est doté d'une vraie rejouabilité avec les monstres que vous allez prendre au fur et à mesure, etc., de manière totalement aléatoire, les salles qui vont se corrompre, etc., de manière totalement aléatoire, les actions. Donc, il y a une bonne rejouabilité, mais il a une difficulté de malade, ce qui fait que si vous partez comme ça, la fleur au fusil, en vous disant hey, « on va tuer du monstre », franchement, vous allez vous prendre une branlée monumentale et il faut pas, voilà, il faut pas se dire bah tiens, ah c'est super dur, je m'en fous. Non, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un jeu qui est super balèze et du coup, il a une difficulté super osée. Il faudra s'accrocher vraiment pour essayer de réussir ce Deep Madness. Autre point négatif qu'on va avoir à l'intérieur, c'est la qualité des figurines. Alors moi, j'ai pas trouvé. Alors, les figurines d'investigateurs, ça va, très sincèrement. Voilà. Il y a beaucoup de lignes de moulage, etc. Donc c'est dommage. On a des trous sur certaines figurines. Il faudra combler ça avec de la green stuff pour ceux qui utilisent un tout petit peu. Mais on est en déca de ce que savent faire les gens, à savoir Cool Mini or Not, ou d'autres éditeurs aussi. Hein. Je pense à Erune, je pense à d'autres personnes là que j'ai récemment dans la tête. Vous m'excusez du peu. Mais voilà, on est en déca de ce que ça propose. On a des lignes de moulure. On a, on va dire, des détails qui ne ressortent pas assez, on a des monstres, on va dire, souvent grotesques, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir dans un jeu de figurines, voilà, une qualité de figurine, elle est pas naze, hein, vraiment, elle est loin d'être naze, mais on est en déca de ce que ça procure, et on a le sentiment, voilà, de ne pas avoir un truc assez poussé, assez précis par rapport aux autres eh bien, jeux du genre qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà, ça m'a un tout petit peu aussi frustré. On a encore une fois un point négatif qui est la durée de vie. Alors la durée de vie, alors bien évidemment vous allez me dire mais il raconte des conneries ce mec-là parce qu'il nous parle de rejouabilité et il nous parle ensuite de durée de vie. Je vous parle de durée de vie sur une partie vraiment comme ça qui peut être super longue. Moi j'ai fait des scénarios où je me suis pris à peu près 2 heures, voilà, entre guillemets, en faisant des allers-retours, en prenant le temps, en me disant ok. Alors c'est pas 2 heures où vous allez jouer, faire des actions, etc. Je prends dans les 2 heures le fait de se dire tout l'aspect tactique, la gymnastique en amont, en se disant, ok, alors si je vais là-bas, là je m'expose à ça. Donc on a une sorte de gros puzzle game en se disant, bah tiens, si je vais là-bas, je me réactive pas avant, le prochain tour, ça va être la merde, je suis dernier. Il faut que j'optimise quand même pas mal de choses. C'est un jeu qui joue très bien en solo, même à plusieurs. Moi je pense qu'au-delà de 4, c'est la misère autour. Donc voilà, vous pouvez jouer à 6 investigateurs sans problème, mais au-delà de 4 joueurs, c'est usine, machin. Donc restez peut-être sur un rapport de 4 joueurs dessus. Mais voilà, on a des sessions assez longues parce qu'on va essayer vraiment de se faire eh bien, toute une réflexion en amont en se disant bah, je vais faire ça, je vais faire ci, attends, je vais essayer de jouer mes coups d'avance, machin. On va pas y aller, comme je vous l'ai dit, dans un zombicide. Ouais, je m'en fous, je fais mes actions. Non, chaque action ici est lourde de conséquences, donc il faudra vraiment utiliser la chose avec parcimonie. Et je vous rappelle la règle, si vous avez un investigateur qui est mort, vous perdez directement la partie. Donc il faudra vraiment faire attention, c'est du pur coop et ça c'est super intéressant. C'est du pur coopératif et il faut vraiment discuter autour de la table, sinon c'est la merde à toutes les sauces.
Après avoir vu les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de ce Deep Madness? Est-ce que c'est bien ou alors c'est pas bien? Franchement, c'est un jeu qui est sympa, qui est correct, qui nous apporte bien une autre vision justement de Lovecraft. Là, on est dans une base sous-marine. Franchement, c'est un vent d'air frais. Alors voilà, bien évidemment, il a des défauts. Il a la qualité des figurines. C'est un jeu extrêmement dur. C'est un jeu qui va être gourmand en temps. Passer au-delà de tout ceci, eh bien, vous allez trouver de formidables mécaniques à l'intérieur, à savoir la gestion de l'oxygène, qui est une vraie bonne idée, la gestion justement de ces coups de santé mentale qui va vous permettre de relancer les dés. Ce n'est pas uniquement des trucs en moins et du coup vous allez perdre la partie. Donc là c'est super intéressant. La gestion justement que vous allez avoir dans cette santé mentale, ce qui fait que vous allez essayer de vous reposer avant d'attaquer un monstre pour justement le tuer, de prendre une carte de conscience au lieu de prendre des cartes de démence. La narration qui vient accompagner justement en exergue tout ce petit background que nous propose Deep Madness. Franchement, avec tout ceci, vous avez un jeu quand même de qualité. Si vous aimez l'univers de Lovecraft, si vous aimez l'univers de BioShock, entre guillemets, si vous aimez l'univers un peu claustrophobe, on va dire un peu anxiogène, que vous voulez jouer vraiment dans un univers, comme je vous l'ai dit, de BioShock sous-marin et qui rénove un tout petit peu et qui revisite l'univers de Lovecraft, vous allez très sincèrement adorer ce Deep Madness sans aucune concession. Gardez quand même à l'esprit, comme je vous l'ai dit, la difficulté des figurines un tout petit peu moyenne et puis surtout le facteur chance que vous allez avoir dedans. Pourquoi? C'est un jeu de hasard, on va lancer les dés et du coup, si vous ne faites jamais de réussite ou alors si vous ne faites pas le palier directement pour tuer la figurine avec, enfin l'ennemi plus précisément qui reste une figurine, avec l'arme en question, c'est caput, c'est terminé, vous n'allez rien pouvoir faire. Mais passé tout ceci, vous allez quand même avoir un très bon titre à l'intérieur de votre ludothèque. Voilà, ce jeu talk est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire bien évidemment toutes les questions qui pourraient revenir dans votre esprit sur certains trucs. Alors j'y mettrai vraiment du temps pour essayer d'y répondre avec toute l'attention que vous méritez. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao.